Notre invité ce matin, Benoît Hamon, député socialiste sortant des Yvelines. Benoît Hamon, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Les affaires, hein, entre guillemets, parce que j'aime pas trop ce mot, les affaires, mais bon, Richard Ferrand doit-il démissionner ? Toujours embarrassant ces questions-là. Oui, elle est toujours embarrassante. Parce c'est pour ça qu'elle est posée. Mais à la fois, il y a parfaitement raison de constater qu'il n'y a aucune enquête qui est ouverte. Donc pourquoi démissionner quand on n'est pas mis en examen ? Et après, il y a une question éthique et morale, ce qu'a dit, semble-t-il, le Premier ministre lui-même hier, en disant ça n'est pas illégal, mais c'est moralement insupportable aux yeux des Français. À sa place, vous démissionneriez ? C'est dit. Vous savez pas. Mais moi, je ne suis pas dans cette situation. Je pense qu'on essaie de se mettre dans la situation de ceux qui. Moi, j'ai pas. Donc, c'est très compliqué. Je pense que c'est très compliqué. Ça nous ramène à une situation assez simple. C'est qu'est-ce qu'ils vont mettre dans la loi sur la moralisation de la vie politique ? Je vais y revenir. Parce que c'est là-dessus qu'ils sont attendus. Et on verra si. Et moi, cette loi, si je suis élu député, je la voterai à une condition déjà. Je vais la poser tout de suite. Parce que les emplois familiaux, c'est assez évident qu'on va en finir avec ça. Enfin, c'est assez évident qu'il faut en finir avec le cumul de mandat de député et un boulot ailleurs, et ce qui est embarrassé. Ce qui est reproché à Richard Ferrand. Oui. Moi, je suis assez tranquille avec ces questions-là aussi. Donc, bon, tout ça, tout le monde va être d'accord. Le sujet un peu difficile, c'est quoi ? Et on va voir si François Bayrou va avoir la trempe pour aller jusqu'au bout. C'est la transparence sur les dons financiers. Parce que quand Mediapart a révélé en partie le système de financement de la campagne de M. Macron, les donateurs extrêmement riches, issus des milieux bancaires, assurantiels, etc., qui ont financé la campagne de M. Macron. Il a donné raison à Mediapart à finalement parler et confirmer ce que moi je disais pendant la campagne présidentielle. C'est que il faut éviter de se mettre dans la situation où on doit son élection à des financements de groupes privés qui, d'ailleurs, légitimement, demanderont des contreparties derrière. Et ce point est un point extrêmement important. Est-ce qu'on est capable d'être une démocratie transparente, comme en Allemagne, où on fait la transparence sur qui vous donne de l'argent? Je l'avais fait dans ma propre campagne en donnant les donateurs qui étaient des donateurs de plus de 2500 €. C'est un point important parce que, en fait, qu'est-ce qu'il y a de plus insupportable? Vous voulez toujours connaître les noms de ceux qui ont donné plus de 2500 € à Emmanuel Macron. Non, mais rétroactivement, ce ne sera pas possible. Non, mais je veux que dans l'avenir, ce soit le cas. En tout cas, mais parce que moi, je pense que le plus important, c'est ça. Oui. On va avoir... Vous demandez à François Bayrou d'aller jusque-là. J'espère, parce que c'est même le point sur lequel il avait exprimé, lui, beaucoup d'allant quand il était, avant d'être garde des Sceaux. Et c'est un point important parce que, après, il y a des décisions importantes sur une question industrielle, sur des questions énergétiques. Et il faut là savoir si le nouveau pouvoir est oui ou non parfaitement neutre et impartial par rapport à des grands intérêts privés. Et je vais prendre un exemple très précis. On vient d'apprendre que la Commission européenne avait décidé, sur le sujet dont j'avais beaucoup parlé pendant la présidentielle, les perturbateurs endocriniens, finalement, de rejeter l'avis des experts qu'elle avait réunis, et les experts qui se préoccupent justement des conséquences de ces substances toxiques sur la santé des enfants, les pubertés précoces, la manière dont aujourd'hui on développe des cancers ou des maladies chroniques. Et on découvre une fois encore que la Commission européenne, très influencée par les gros lobbies industriels, tergiverse, freine, etc. Ça, c'est le premier test écologiste ou écologique du gouvernement. On va voir si la France, oui ou non, est capable, sur ces questions-là, d'exiger de la Commission européenne qu'elle soit implacable pour interdire demain ces produits toxiques et ces perturbateurs endocriniens dont on sait qu'aujourd'hui, ils fragilisent la santé de nos enfants, développent des cancers et des maladies chroniques. Voilà un sujet sur lequel le gouvernement va s'affronter à des lobbies privés. Et nous verrons si, oui ou non, ils sont de cette trempe qui permet d'aller au bout des grands enjeux de santé publique. Autre question posée par l'affaire Ferrand, mais aussi par ce qui se passe avec les députés européens. Est-ce que la presse va trop loin? Est-ce que ce souci de transparence vous gêne? Est-ce que la transparence a des limites? Alors je vais vous dire, je vais prendre ce qui ne me gêne pas et ce qui me gêne. Si vous voulez. Allez-y. Moi, ce qui me gêne pas, c'est que on s'intéresse à des possibles conflits d'intérêts qui pourraient me concerner. On a mis en cause ma femme pendant la campagne présidentielle, a demandé est-ce que c'est possible qu'un homme politique se présente avec une femme qui travaille dans le groupe LVMH, en l'occurrence.
c'était difficile pour elle, mais j'ai accepté ça parce que je me suis dit, après tout, que ces questions se posent, c'est pas plus mal, et qu'on aille au bout de ce genre de clarification. Donc ça, je l'accepte, même si c'est pénible, je l'accepte. Ce que je n'accepte plus moi aujourd'hui, ce qui me fatigue, par contre, c'est que c'est très difficile maintenant de pouvoir parler de fond. Dans cette émission, on va le faire, on est en train de le faire, mais je me souviens que pendant la campagne présidentielle, j'ai fait 3 discours sur le handicap. Et à chaque fois que je terminais mon discours sur le handicap, on me posait la question sur l'affaire Fillon, etc., etc. Et je me disais, une campagne, ça peut pas se résumer au fait qu'on commente les affaires des autres. Et si je peux pas parler de la situation de millions de personnes en situation de handicap, quand est-ce que je vais en parler sinon au présidentiel? Et ce qui m'agace, c'est que finalement, ces affaires alimentent une sorte de chronique quotidienne qui fait qu'on ne parle que de ça. Aujourd'hui, Richard Ferrand est entre les mains de la presse. Je veux dire par là que... Non, pas du tout. Moi, je pense... Ah non, mais attendez. Bon, d'accord. Tout ce qu'il a fait, d'ailleurs, tout ce qu'il a fait, il l'assume. Oui ou non? Aucune enquête judiciaire, nouvelle enquête judiciaire, parce que le parquet pourrait rouvrir une enquête judiciaire. Vous souhaiteriez qu'une enquête soit ouverte? S'il y a des éléments pour ouvrir une enquête, parce qu'il y aurait une possible infraction, c'est au parquet d'apprécier. Il n'y a pas de protection à vos yeux? Non, je crois pas. Là-dessus, moi, je suis pas dans les thèses complotistes. Je veux dire, je ne crois pas que... Je vois bien la droite qui va dire oui. Pour Monsieur Fillon, on l'a fait, on le fait pas pour Monsieur Ferrand, etc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il y a un parquet national financier, il y a le parquet de Brest. On verra s'il y a des éléments supplémentaires. Peut-être qu'il y aura une enquête, peut-être sera-t-il mis en examen. Pour l'instant, il ne l'est pas. Moi, je ne le défends pas. Ce que je dis simplement, c'est que je vais pas. Je suis pas juge, je suis pas journaliste. Je dis simplement que on voit bien que toutes ces pratiques discutables sur le plan éthique et moral, tout ce qu'on a pu connaître auparavant dans l'embauche de gens de sa propre famille, etc. Tous ces conflits d'intérêts, il faut en finir par une vraie loi de moralisation de la vie politique. Et cette loi de moralisation, elle ne doit pas juste empêcher la possibilité d'employer son fils ou sa femme, ou son mari, si c'est une députée, mais elle doit aller très loin sur la transparence des dons. Et jusqu'à une réforme constitutionnelle qui couperait tout lien entre le pouvoir politique et la nomination des magistrats, par exemple. Moi j'y étais favorable. J'étais favorable à ce qu'on ait des juges qui soient des juges indépendants, véritablement indépendants, avec un vrai pouvoir judiciaire. Mais oui, mais évidemment. Et avec, on a déjà beaucoup progressé avec Christiane Taubira dans ce sens, avec la fin des instructions. Oui, mais on n'est pas allé jusque là. Oui, mais on n'est pas allé jusque là. On pourra peut-être y aller. Mais ce que je veux simplement dire, c'est que oui, ça c'est une évolution qui me semble être une évolution nécessaire. Pourquoi pas une loi sur la moralisation de la vie syndicale aussi? Parce on parle beaucoup de moralisation de la vie politique. Je vous dis ça parce que ça permettrait de remettre à plat toute la formation professionnelle, peut-être, non? Absolument, mais la transparence, elle n'est pas que pour les politiques. C'est pour ça que moi je milite pour ce qu'on appelle le reporting pays par pays, pour ce qui est des grands groupes dont on aimerait savoir où ils font leurs bénéfices et où ils les placent ensuite, dans des paradis fiscaux ou pas. C'est valable pour tous ceux qui aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre, sont détenteurs d'un mandat, participent à la négociation sociale, bénéficient de financements publics. Oui, moi je suis pour la transparence. En même temps, faut dire, l'immense majorité de ceux dont on parle sont parfaitement honnêtes et finalement la chronique des affaires. Oui, mais je pense que pour être plus simple, cette chronique des affaires, le problème c'est qu'on ne parle que de ça et que pendant ce temps-là, on ne parle pas du fait que le gouvernement fait un moratoire sur le compte pénibilité. Et ça, j'espère qu'on va en parler tout de suite parce que c'est extrêmement grave. Qu'il y a des choix politiques qui vont impacter la vie des gens. L'augmentation de la CSG, elle va impacter les fonctionnaires, elle va impacter les retraités. Ça va avoir des conséquences sur leur pouvoir d'achat. Qui en parle? Pour financer quoi? Voilà, ça, ce sont des sujets de la rentrée. Benoît Hamon, j'ai encore un sujet. Jean-Luc Mélenchon, qui ne présentera pas d'excuses à Bernard Cazeneuve, devait-il le faire sur les propos tenus? Il doit arrêter de tenir des propos comme cela. Pour commencer, qualifier, ou d'une manière ou d'une autre, indirectement, voire directement, Bernard Cazeneuve de responsable de l'assassinat de Rémi Fraisse, on peut pleurer. Et on a raison de pleurer la mort de Rémi Fraisse, qui était un militant écologiste, qui se battait pour ses idées et qui est mort avec une grenade lacrymogène qui avait atterri dans le sac qu'il portait sur le dos. Oui, on peut pleurer cela, mais arrêter aujourd'hui d'être dans cette outrance. Et moi, objectivement, cela sert quoi? Je veux dire, à quoi cela sert-il aujourd'hui d'être dans un tel niveau d'agressivité? Pourquoi cette outrance et cette agressivité? Mais posez la question à Jean-Luc Mélenchon, il vous répondra en vous envoyant
sans doute promener. Mais moi, moi aussi, je l'enverrai oui, promener. mais ça, après, vous ferez vos affaires. Mais ce que je veux dire, c'est que pourquoi cette agressivité? Mais moi, pour des raisons politiques, sans doute. Mais moi, je considère aujourd'hui qu'on n'a pas besoin de radicaliser des Français qui le sont déjà assez en raison de ce qu'ils souffrent dans leur vie quotidienne. Moi, j'ai pas envie qu'en plus de la difficulté de vivre, on y rajoute une forme de radicalité telle qu'on s'amène, finalement, Jean-Luc Mélenchon donne l'impression qu'il lui serait insupportable de croiser Bernard Cazeneuve et un responsable de l'assassinat de Rémi Fraisse. Tout ça n'est honnêtement pas bon pour la démocratie, pas bon pour la gauche, et pas bon pour personne. Et d'ailleurs, la manière dont aujourd'hui il rétropédale, lui et ses porte-paroles, montrent qu'ils ont compris que sur ces questions-là, il avait eu tort. Alors, Jean-Luc Mélenchon ne s'excusera pas. Bon, vous savez, des fois, c'est pas plus mal de dire je me suis trompé, oui, j'ai été un peu trop loin, pour la qualité du débat démocratique. Pardon. Oui, pardon. Pourquoi est-ce qu'un homme politique ne peut pas dire « je me suis trompé » ou « pardon » à ce micro, je me souviens, vous m'avez posé la question. Moi, j'ai pas demandé pardon, mais j'avais dit, vous m'aviez posé la question de savoir si je regrettais un certain nombre de choses, j'avais dit à ce micro que, par exemple, comme moi j'avais été porte-parole du Parti Socialiste, qu'il y avait les affaires Woerth, etc., j'avais été très dur, très cinglant à l'égard de la droite ou d'autres, et je pense que des fois j'ai blessé des personnes au-delà de ce qu'est la confrontation au quotidien politique. Et ça, honnêtement, j'en étais pas très fier. Et je ne suis pas davantage fier aujourd'hui. Je pense qu'il faut savoir retrouver de la mesure, de la tempérance. Et tous ceux qui aujourd'hui mettent de l'huile sur le feu plutôt que travaillent à la tempérance et à la concorde se trompent, parce que tôt ou tard, ils seront eux-mêmes brûlés par cet incendie. Benoît Hamon, si vous êtes élu député, vous vous opposerez formellement à toute nouvelle réforme du Code du travail. Je vais commencer par un sujet très clair. Le moratoire sur le compte pénibilité. Voilà le vrai gouvernement. Parce que la seule pénibilité à laquelle ont été confrontés messieurs Macron et monsieur Philippe, c'est de choisir entre la haute fonction publique et Areva pour l'un, Rothschild pour l'autre. C'est la seule pénibilité qu'ils ont connue. De quoi on parle là? L'exposition à des températures intenses, l'exposition au bruit, de l'exposition à des postures difficiles, au travail de nuit. Et que font-ils? Moratoire sur le compte pénibilité, parce que M. Gattaz dit c'est pénible d'évaluer la pénibilité. Réécrire rien du tout pour faire le programme du MEDEF sur ces questions-là. Et ça, c'est inadmissible et ils me trouveront en face. Et je veux le dire très clairement, parce que s'il y a bien une chose qui est inacceptable, il y a des gens qui travaillent dur, beaucoup plus dur que vous et moi, et nous n'avons jamais connu, qui travaillent dur et qui vont avoir une retraite beaucoup plus courte parce qu'ils seront malades plus tôt et vivront moins longtemps que nous. Et pour eux, nous avons pensé le compte pénibilité de façon à ce qu'ils partent à la retraite plus tôt. Ça n'était que justice. Que justice. La première chose qu'annonce ce gouvernement, c'est le moratoire pour le compte pénibilité. Alors je dis, d'ailleurs au passage, à Marisol Touraine, à Stéphane Le Foll, à tous ces gens de gauche qui veulent être constructifs avec le gouvernement. Ils sont d'accord avec ça ? À tous ces gens de gauche qui disent oui, il y a là la possibilité de s'entendre. D'ailleurs, vous ne les soutenez pas, ces gens de gauche. Mais moi, je leur dis, vous êtes d'accord avec le moratoire sur le compte pénibilité? Mais évidemment que je ne soutiens pas. Vous soutenez les opposants, Manuel Valls, à Myriam El Khomri, à Malek Bouti, à d'autres, beaucoup d'autres. C'est quelques unités. Je soutiens la totalité des candidats socialistes, beaucoup d'écologistes aussi, quelques communistes. J'essaie d'être cohérent avec mes idées. Il serait assez aberrant que j'oublie ce qui s'est passé pendant la présidentielle, pas parce que je cherche une revanche. Il y a des gens qui ont dit Benoît Hamon, nous ne le soutenons pas parce que nous ne croyons ni en son projet ni en lui. Bon, je les respecte, c'est la démocratie. Mais après, on s'étonne que derrière, je ne les soutienne pas. C'est parce qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord politiquement. Mais par exemple, sur ce sujet du moratoire sur le compte pénibilité, moi, je m'y opposerai. Moi, je ne considère pas aujourd'hui que le Code du travail, ou globalement les conditions de travail, elles doivent commencer par remettre en cause les conditions dans lesquelles on part à la retraite quand on a connu une vie de travail et de labeur pénible. Ça n'est pas respecter justement le travail. C'est ignorer les conséquences que cela va avoir sur ces hommes et ces femmes qui, derrière, vont vivre, on peut parler de ça, moins longtemps que nous, seront malades beaucoup plus tôt que nous. C'est ça, on commence par cela. Vous voyez, c'est la carte d'identité d'un gouvernement ou d'un nouveau pouvoir, elle se fait dans les premiers mois. Et là, on a un élément de la carte d'identité de ce pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Emmanuel Macron commence mal sa présidence? Écoutez, sur la question du travail, il ignore aujourd'hui fondamentalement ce qu'est la réalité du travail difficile. J'y rajouterai même une chose, c'est que
non seulement il y a le travail pénible posté, physique, mais il y a le travail pénible quand on est exposé aujourd'hui à des pathologies psychiques, ce qu'on appelle le burn-out. Ça non plus personne n'en parle. Eh bien, voilà des combats que je mènerai, moi, à l'Assemblée nationale. Et s'il n'y a personne pour les mener, s'il n'y a pas un député de gauche, on va voir que ça va très vite. Il y aura Jean-Luc Mélenchon et ses députés France Insoumise, disent-ils. Oui, qui seront moins nombreux sans doute que les députés socialistes, mais j'ai bienvenue à eux à l'Assemblée nationale. Oui, je crois, mais c'est pas moi. Mon problème, c'est de me battre sur des questions importantes qui concernent les Français. Alors, la présidence Macron est réussie ou pas les premières semaines? Oui ou non? Difficile à dire. J'oublie. Mais non, mais j'oublie la question. Alors, je vais poser une autre question. Je vais oublier Emmanuel Macron. Mais en plus, je pourrais vous dire. Alors, je peux faire, je peux même faire un compliment si vous voulez. Moi, je trouve que l'épisode Poutine, sur le fond, il vous convient? Sur le fond, ce que je crois important, c'est de dire où sont nos lignes rouges, et dire très clairement que demain, il n'y a pas de solution en Syrie sans tout le monde autour de la table, donc les Russes, les Iraniens, les Turcs, mais aussi l'Europe, les Nations Unies, les Américains, etc., et les sociétés arabes. Parce qu'il n'y a pas de solution politique sans les sociétés arabes elles-mêmes, première chose. Donc ça va dans le bon sens. Après, Versailles, je pense que ça sert davantage autant la propagande du Kremlin que l'image du président de la République. Puis bon, les commentaires à l'envi sur ai-je bien serré la main de Donald Trump, tout ça me paraît un peu ridicule. Mais sur le fond, si vous voulez que je vous dise, cette position politique-là, moi sur vis-à-vis de la Russie, oui, je l'approuve. Et je préfère m'intéresser à ces questions de fond qu'à tout le tralala autour. Voilà. Bien, vous lancez votre mouvement le 1er juillet. Oui. Qui s'appellera? Pas de nom encore, mais c'est le 1er juillet. D'ailleurs, on est à plus de 12 000 inscrits. Des Français qui, d'ailleurs, veulent s'inscrire au lancement de ce mouvement. 12 000 inscrits pour ce grand rassemblement. C'est un mouvement, c'est un parti. C'est sur la pelouse de Reuilly, donc, où il y aura des écologistes, il y aura Yannick Jadot, il y aura beaucoup d'autres, des socialistes, il y aura, j'imagine, des communistes, peut-être des gens de la société civile, des gens qui n'ont aucune carte, etc. Oui, nous faisons un grand mouvement politique qui va travailler à... Je crois qu'on a besoin de reconstruire la gauche aujourd'hui. Et sur le fond, on le voit sur la question du travail, on le voit sur la question de la transition écologique. Vous voyez, j'ai mis des idées nouvelles dans le débat politique. On me disait revenu universel incroyable. Oui, là, le PS les a abandonnés en grande partie d'ailleurs pour les législatives. Le patron de Facebook, Mark Zuckerberg, se prononce pour le revenu universel, quand Bill Gates s'était prononcé pour la taxe sur les robots. Comme quoi, ces idées nouvelles, elles sont en train de continuer à fleurir, de grandir, et on continuera à travailler. Et moi, ce que je veux, c'est qu'on continue à travailler sur le fond. On va avoir du temps pour travailler. Les prochaines élections, après les élections législatives, il y aura les sénatoriales. C'est un mouvement, c'est un parti ou un futur parti pour remplacer le PS ou pas? On verra ce que deviendront les partis. Moi, j'aime les socialistes, j'aime un peu moins les appareils. Le PS doit changer de nom? Écoutez, je ne sais pas si c'est qu'une affaire de marketing. Moi, je me concentre... Création d'un nouveau parti ou pas? Est-ce qu'il faut qu'un nouveau parti soit créé? La gauche, elle ne pourra pas rester en l'état avec les partis tels qu'ils sont aujourd'hui. Donc il faut créer un nouveau parti. Il y a une contribution collective. Disons clairement les choses. J'associe beaucoup d'autres. C'est de créer un mouvement qui dépasse justement ces étiquettes. Et nous verrons quel avenir il aura. Législative, direction collégiale demandée par certains, vous avez vu? De quoi? Direction collégiale au sein du Parti Socialiste, demandée par quelqu'un, départ de Jean-Christophe Cambadélis, et peut-être création effectivement d'un nouveau mouvement politique. Mais très bien, pourquoi pas? Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler à régénérer. Votre objectif, de régénérer la gauche sur le fond. Pourquoi n'a-t-elle plus rien à dire? Donc votre nouveau mouvement sera là pour régénérer la gauche. Ah oui, il sera même une pièce centrale du retour de la gauche et de la renaissance de la gauche. Oui. Parce que moi, je n'ai aucune visée. Un nouveau pôle politique entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. Et aucune visée absolument hégémonique. Moi, je ne dis pas ça se passera autour de moi et rien qu'autour de moi. D'abord, j'essaie d'être modeste. Parce que même si mes idées ont sans doute une audience plus large que mon score aux élections présidentielles, il y a un score aux élections présidentielles. Et c'est un échec, et cet échec-là, je l'assume, je l'ai dit. Donc, je travaille aujourd'hui sur quoi ? Sur la reconstruction de la gauche. La gauche, elle est physiquement absente de territoires entiers. Nous disparaissons de la région Hauts-de-France. Nous avons disparu pour partie, pas totalement, mais de l'Est, dans le Sud. Et donc, il y a encore des militants. Mais physiquement, il y a des endroits où il n'y a plus personne. C'est cela qu'il faut d'abord refaire. C'est-à-dire un travail simple, modeste, militant, avec beaucoup plus horizontal, en arrêtant de faire tomber des instructions d'en haut. Et on va régénérer cette gauche politique qui a aujourd'hui largement disparu. Ce mouvement est la naissance d'un nouveau parti.
Non, c'est un grand mouvement. Je ne sais pas si non, mais je vous le dis comme ça. Oui, mais pourquoi? Parce que c'est. Pourquoi pas? On verra. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et on verra avec le Parti socialiste, on verra avec les autres partis. Mais il est temps qu'on ouvre un tout petit peu nos manières de penser. Et moi, je prends mes responsabilités, voilà. Et j'espère que ce mouvement aura un grand succès. En tout cas, pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est le 1er juillet. C'est à Paris. Il y a un site internet pour cela. Le mouvement 1er juillet. Voilà. Bon, et le nom? Non, pas encore, on va voir, vous savez, ça viendra après. Oui. Merci Benoît Hamon. Merci Jean-Jacques Bourdin, ça m'a fait plaisir de vous revoir. Merci.